Et c'est une équipe de malades et on est tellement complémentaires, chacun est différent. Et c'est trop puissant. C'est tellement puissant la vie de. C'est un peu la vie de couple. Tu te maries avec des gars. Non, pas dans le sens. Si, non, je suis marié avec François. Hello tout le monde, bienvenue sur Antipopcast, bienvenue dans cet épisode 2. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, foncez parce que vous avez loupé en fait plein de choses, des trucs du lourd, très lourd. Donc voilà, on va continuer directement avec Florias. Donc là on a parlé beaucoup en fait de projets très artistiques qui impactent beaucoup les gens, mais c'est vrai que ces projets ils font pas manger, tu vois, tout le temps, et puis c'est pas ça qui nous rapporte forcément d'argent. Pas. Ça nous apporte beaucoup de bonheur, mais pas forcément d'argent. Clairement. Mais du coup, toi, on avait parlé dans l'épisode 1 et du coup allez le suivre, que tu as lancé donc Fauve. Et avec Fauve en fait vous faites pour le moment vous faites beaucoup de corporate quand même. Bah oui, on a lancé Fauve, on est 4 associés, et David Piccini, Luc Frémont, Mathieu Christan, et c'est une équipe de malades, et on est tellement complémentaires, chacun est différent, et c'est trop puissant. C'est tellement puissant la vie de. C'est un peu la vie de couple, tu te maries avec des gars. Non, pas dans le sens. Non, je suis marié avec François. Non, mais tu t'associes, quoi. C'est clair. C'est une aventure. Où tu dois demander pardon, tu dois communiquer, c'est dingue, et autrement tu vas nulle part. Et du coup on doit faire rentrer de l'argent, parce que on rêve de beauté, on rêve de belles histoires, mais sans il faut que notre histoire puisse continuer, qu'on puisse vivre un peu. Et du coup c'est pour ça qu'on cherche, on attend des mandats, on espère après des mandats. Mais voilà, la vision interne, c'est de faire du cinéma, mais tu dois apprendre. De toute façon, tu dois continuer à apprendre. Tu dois toujours être en mouvement. Puis être en mouvement, c'est de faire des mandats. Et dans la période qu'on vit, avoir un petit mandat, c'est déjà une belle bénédiction. Et c'est déjà un beau cadeau. On a eu des cadeaux. On a eu un cadeau, mais un cadeau qui n'est pas un petit cadeau. On a eu un énorme cadeau avec ce spot BMW. Ouais, ça c'est incroyable. Mais ça, c'est vraiment un miracle. Malade. Je sais pas, parce que... J'ai failli renverser mon verre, mais j'avais failli faire Mazel Tov. Non, mais en gros, on était là, on n'avait pas du tout signé encore chez le notaire, on n'avait pas de site, on n'était pas au registre du commerce, on était juste des gars un dimanche en train de discuter. Ça faisait 1 mois qu'on se voyait pour faire cette entreprise, 1 ou 2 mois. Et là, il y avait on était dans la 3e ou 2e vague du Covid, il y a la remise en question. Est-ce que c'est vraiment le moment pour lancer? Et donc tu nous parles de ça, c'était à quel moment? Tu te rappelles la date? Oui, bien sûr, c'était en novembre, octobre-novembre. Donc l'année passée, 2020. Donc c'est il n'y a pas très longtemps. Et on discutait, et il y a le doute qui vient dans l'équipe. Non, mais je pense qu'il faut pour ça 6 mois, il faut qu'on apprenne à se connaître. C'est le Covid, et puis il y a cette discussion et ce doute. Et moi, de mon cœur, j'avais le doute aussi, mais j'avais ce truc, il y a quelque chose qui arrive, il y a une accélération, il faut que cette plateforme, parce qu'il y a des projets qui doivent... Il y a une terre fertile, même si on ne la voit pas. Et le jour d'après, je reçois un appel de BMW. Putain, c'est magnifique. Et je suis là, c'était un concours, donc il y a 5 entreprises qui doivent gagner avec un devis, un concept. Et je dis au gars, il est pour nous. Et puis, c'est la preuve qu'il faut qu'on lance. Donc, on a lancé. En 2 semaines, on a appelé le notaire. On n'avait pas de site et tout. C'était un peu le chenille, la discussion. Donc, vous avez monté une SA en 2 semaines, à peu près 1 mois. Justement, c'était le stress. Déjà que le projet était hyper stressant, mais en même temps, on devait avoir un IBAN pour le devis. En fait, les gars, ils acceptent un projet, mais ils n'ont pas encore la SA. Ça, c'est quand même sublime. C'est sublime. Écoutez, votre site, il est où? Alors, il y a David Piccini, il faisait un site de base. Vraiment, il était très beau, hein. Mais c'était hyper rapide. Et puis, j'ai l'impression d'être un escroc, quoi. Et on a doublé le budget. Ils avaient un budget initial, on l'a doublé et on a gagné contre les 5 autres entreprises qui Donc étaient vous étiez des au-dessus. Vous n'avez pas gagné sur un budget qui était plus bas que les autres, en fait. Non. C'est magnifique. Mais parce qu'en fait, moi, je me suis...
avec ce timing, en fait, des fois, il faut apprendre à lire les timings. Quand tu as un rendez-vous où tu as un doute et le jour d'après, tu as un encouragement, moi, j'ai pris ça comme si c'était déjà, on était déjà en tournage parce que je me suis dit, mais c'est tellement un encouragement juste après ce doute que ça n'a pas de sens. Ça, c'est juste pour nous motiver, que c'est un cadeau, quoi. Et donc, on est parti comme ça et on l'a fait, on a tourné. Je me suis 2 semaines après ça, donc c'était hyper rapide, je me suis retrouvé à Zurich en train de dire je veux 8 M8 ici. Ah, c'était des M8 dans le... Ouais, il y avait tout ce que tu voulais. Tu voulais la nouvelle c'était pour la nouvelle M3, M4. Tu faisais comme ça. Et puis, il y avait un gars qui plaçait les voitures. Et mec, j'étais là, mais quel escroc, mec. Mais en fait, t'es monté sur un arbre. Mais tu vois, par rapport à ça, dans notre métier, et je pense dans la plupart des métiers, il y a ce syndrome de l'imposteur qui arrive toujours. Mais tout le temps. Tout le temps. Et en fait, c'est pas réel. On est tous des imposteurs à ce moment-là. Mais oui. Ouais, c'est ça. On n'est pas du tout... Il n'y a pas un gars qui... bien sûr, il y en a qui ont un Luc Besson, il a une super expérience. En même temps, le mec, comme vous pourrez l'écouter dans l'épisode 1, Luc Besson, il n'a pas allé dire bonjour à la bonne personne et ses voitures, elles ont brûlé, tu vois. Et il est tout autant usurpateur que toi. Bon, il a peut-être un budget un peu différent. Ah non, mais Luc Besson, j'ai lu son livre. C'est un escroc, mais hyper inspirant, ce gars. C'est un peu comme ça. Le problème avec ce métier, c'est que des fois, tu dois te vendre plus que ce que tu es vraiment, et puis tu dois apprendre en très peu de temps, parce qu'en fait, tu t'es trop vendu parce que tu dois te faire de la place. Et mais c'est se faire confiance, mais c'est pas évident, c'est terrible. Et c'est un métier si tu veux le faire pour l'argent, faut vraiment être passionné, parce il faut être passionné. Tu t'en prends plein la gueule. Mais en tout cas, je pense que c'est un bel encouragement aussi pour les gens qui ont envie de se lancer là-dedans, parce que on voit souvent, on pourrait regarder le travail que Fauve a fait jusqu'à présent, que toi personnellement tu as fait, ou des travaux de plus grandes entreprises, en se disant mais mon Dieu, il y a un mur à escalader, c'est impossible, j'y arriverai pas. Mais en fait, de prendre ça d'un autre regard et de se dire en fait, si je suis passionné, c'est quand même possible. Mais oui, c'est ça. C'est la passion. Et bien sûr qu'à la base, tu as peut-être un don particulier ou une sensibilité particulière ou des blessures qui font que tu en arrives à ça. Mais je pense qu'il y a par-dessus ça un travail, etc. Et en fait, ça peut marcher, vraiment. Ouais. Mais je sais pas si c'est juste, mais j'ai envie de dire quelque chose, c'est que c'est un métier, si tu as juste envie de faire de l'argent, ou si tu as juste envie d'être populaire, ou si tu as juste... tu vas pas réussir. Moi, j'ai envie de te dire... Et j'ai envie parce que j'ai pas envie que tu réussisses aussi. C'est une arme qu'on te donne entre des mains, l'art de la communication. Et si on te donne un micro, il faut que tu dises des choses. Si tu n'as rien à dire, si tu veux juste utiliser ça pour manipuler, pour juste... C'est une arme trop puissante. Et des fois, j'entends des rappeurs, je dis mais qu'on l'enlève le micro, quoi. J'en ai marre de l'entendre. Ils disent n'importe quoi. Et on est des snipers, on est avec notre caméra, j'aime la photo de Ladji, qui est un réalisateur qui a fait Misérable, qui a gagné un Oscar, qui est un mec de Clichy-sous-Bois, justement. et il est avec sa bande, sa meute, et puis là, au lieu d'avoir un fusil comme dans sa banlieue de l'équipe de rap, il a sa caméra comme ça. Le gars, il a gagné l'Oscar avec un film sur Clichy-sous-Bois qui est magnifique. Bref, c'est vraiment une arme, et puis il faut être fou pour pas le comprendre, et puis il faut être fou pour dire n'importe quoi. Et si tu as quelque chose à dire, il y a tellement de place, parce qu'il y a tellement d'artistes qui ont juste du malaise. C'est du malaise. Ils envoient du malaise, et on a besoin dans ce temps, on a besoin de beauté, on a besoin que ça soit beau, qu'il y ait de l'espoir, même s'il y a de la violence dans ce qu'on fait, dans ce qu'on filme. À un moment donné, s'il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Il y a besoin d'espoir. C'est beau. Et il faut chercher, quoi. Ce petit aparté qui était... Je suis désolé, je suis parti, je vous ai emmené sur des sentiers un peu différents. Très très bien. Pour continuer sur ton tournage de BMW, parce que je pense que ça vaut la peine d'en parler plus. Donc tu disais que tu étais en train de placer ces BM, gros usurpateurs comme ça, en train de mettre des M8 et des M3, genre celle-là je la prends après le tournage, celle-là elle est pour moi, celle-là je l'envoie dans un lift. Je l'envoie dans un lift. Celle-là c'est pour Sophie. Oh mec. C'était... Ouais, puis en plus il y a l'anglais, moi je parle pas très bien anglais, puis c'était quand même en anglais, alors j'étais là, c'était vraiment pas... J'adore. Mais ça s'est tellement bien passé, et ce qu'on avait à cœur dès le début, on s'est dit, ce tournage ça doit être comme un camp
où en fait on a des techniciens, on était une belle équipe, l'équipe de rêve que j'ai jamais eue. C'était une belle équipe. Il y avait des mecs qui s'occupaient juste du mouvement de la caméra sur des rails, tu vois, machinaux. Et en fait, il y a des perles. Et en fait, c'était un camp. Et on avait envie et on a passé des belles soirées à boire des coups et à parler, à rêver ensemble. Et à la fin du tournage, on n'avait pas envie de se quitter. Et ça, c'était là. Comme d'habitude, c'est toujours l'envie. C'est ça la réussite. Un projet est réussi quand il y a déjà ça au tournage. Tellement. Il y a déjà un truc qui s'est passé en fait. Ouais, il y a déjà un truc qui s'est passé, on a envie de se prendre dans les bras et on a vécu une aventure où tu bosses des fois trop longtemps parce que le tournage c'est stressant, vous le savez très bien. Puis c'est de déplacer du matos à gauche à droite, trouver des problèmes, la machine à fumer ne marche pas. Voilà. Elle marche jamais. C'était la même qu'il y avait au tournage de Luc, la machine à fumer. C'était un pro qui nous a prêté, loué. Et puis voilà, ça marchait pas. Les machines à fumer, ça a jamais marché. Cri d'un cœur. J'avais une scène avec des anges qui courent au milieu de la forêt avec de la fumée. Elle marchait pas. Alors j'ai dû allumer 6 feux avec des branches. Mon père mettait des branches de sapin pour. Mais ils sont cinglés les types. Et je disais action et cut. Et puis après je courais casser du sapin pour mettre de la fumée. Ok. Non mais bon, voilà. Donc, tu vois, il faut s'investir dans ces projets. BMW, c'est quoi, une semaine de tournage? On m'a dit que j'étais hyper actif. Le mec, c'est un don à tous les hyperactifs, difficiles d'attention. Il y a un don derrière en fait qui se cache. C'est des mensonges que c'est un handicap. Alors c'est un handicap à l'école, on va te détruire, mais mec, à la fin, s'il y a la niaque, il y a la fougue. Et quand c'est canalisé, quand t'apprends, quand t'es à fond. It's alright. BMW, du coup, une semaine de tournage, c'est ça? À chaque fois, je parle. Non, mais c'est bien, t'as raison. Il esquive, en fait, tu veux pas parler de BMW. Mais non, mais t'as raison. Lui, il parle que de Jaguar dans les lifts. Jaguar dans les lifts. Ça ferait un bon titre d'une chanson. Oui. Je sais pas. Tellement. Prochain Jaguar dans les lifts. Du coup, une semaine de tournage, non? Une semaine de tournage, en vrai 3 jours. Et puis 3 jours, une camionnette remplie de matos. Des comédiens du coup qui étaient engagés pour le coup. Des comédiens, alors les comédiens, ça c'est exceptionnel. Ils sont exceptionnels ces comédiens. C'est vraiment des malades. Je kiffe. C'est la première fois que je travaillais vraiment des comédiens avec beaucoup d'expérience parce qu'enfin il y avait de l'argent. Et j'avais casté un gars pour faire le rôle du papa. Ouais, il a tellement de charisme. Ce gars. Mec, quand il est arrivé sur le tournage, je me suis dit, mais mauvais casting. Il va pas nous entendre, mais le gars, il a débarqué. Mec, c'était. Les acteurs, c'est ça. C'est qui? Il paye pas de mine. Il paye pas de mine. Le gars il était complètement éclaté. Il était en chaussettes, sandales, pantalon trop court. Et. Quoi? Mais c'était un Duriquois ou bien? Ouais. Alors c'était normal qu'il soit normal. Comme ça, je pense. Non, mais vraiment. Et puis tu sentais. Bref. Et tu l'envoies à la maquilleuse et tu mets un smoking et le mec il se met devant la caméra et il t'envoie du lourd. Et ça en fait c'est comme les mannequins Les mannequins quand tu les vois en vrai, quand tu les shootes pas. Ouais, mais dès qu'ils passent derrière ton objectif, t'es là bon. Il y a un truc qui se produit. Après c'est aussi des vieux acteurs quand ils sont dévergondés dans le sens où ils peuvent se déshabiller devant tout le monde. Juste non, pas déshabillé, mais on a dit de se changer. Donc on était quand même dans le centre BMW où il y a des clients qui n'étaient pas des clients, c'est des célébrités qui viennent, on leur prête des voitures pour qu'ils puissent influencer le monde pour que les gens achètent. Donc ils étaient là et moi je dis va te changer. Le gars se change au milieu du salon, il y a des clients qui passent. Oh mec, je me suis fait rincer par BMW, mais j'ai vu la scène, j'ai fait oh là 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 là, c'est pas possible. Je vois le gars en caleçon en essayant de remettre son pantalon. J'adore. Mais c'est ça, parce que les mecs qui sont au théâtre, ils doivent changer direct. Bien ils ont l'habitude de se mettre à poil devant les gens, puis de changer vite dans les coulisses. Et en fait, mais en fait, j'ai jamais vraiment rencontré d'acteur. Et puis c'était un gars exceptionnel. Son talent, il est incroyable. Il croche à l'image, le gars, par ça. Il a une belle gueule. Et puis il a un truc mystérieux un peu. Là. Puis en même temps, il fait bien le père de famille qui va acheter une BM. Ouais, au tout début, en fait, c'est vraiment du. Le gars, il bosse dans une grosse multinationale. Il va acheter sa BM. Mais mec. Mais je l'aime trop, Stéphane.
au niveau, enfin, je sais pas si tu avais une question, François. Non, vas-y. Moi, je me pose un peu des questions techniques comme ça, tu sais, sur des gros projets comme ça. Comment tu prévois le montage derrière? Comment tu prévois les équipes qui t'accompagnent? En fait, c'est très quand t'as une équipe comme ça, c'est chacun son rôle. Moi, je suis réal, je m'occupe de la mise en scène, des acteurs. Luc Frémont s'occupe de tout ce qui est lumière, light, donc toute l'équipe technique. Et puis c'est lui qui fait son casting. Moi, je dis juste ça a l'air. Enfin, je donne pas de conseils. Je dis mais c'est trop bien. Ouais, c'est une bonne personne. Et puis ensuite chacun un peu c'est comme ça, c'est chacun son leadership et puis tu laisses faire, autrement ça devient n'importe quoi. Après arriver au montage, c'est comme un petit projet en vrai, parce que en fait c'est pas comme un petit projet parce que t'as tellement scripté t'as tellement organisé le tournage que t'arrives au montage et c'est limpide parce qu'en fait le montage est déjà fait dans ta tête et il est déjà tout scénarisé, tout il y a pas t'as pas le temps, on avait tellement de choses à tourner en peu de temps avec autant de light, on a dû créer que des atmosphères différentes. T'as pas le temps de tourner trois styles, 3 variantes différentes pour le film, pour la scène ou comme ça. Il arrive par là et il va là-bas et il fait quoi? Il va au poker et en plus c'est des scènes faciles mais voilà. Mais le montage c'est très bien passé et puis c'est toujours le flip quand tu arrives au montage, tu dis est-ce qu'il va louper quelque chose? Est-ce que j'ai pas vu un problème? Un plan qui manquait ou non, en fait, ça allait très bien, ça fait très rapidement. Ouais. C'était qui s'occupait de ça du coup? Le montage? Le montage c'est moi et Luc. Moi je fais la première partie, je m'épuise et après lui il s'épuise et puis je reprends. Le montage pour moi c'est la guerre. C'est tellement la guerre, le montage. On devrait faire plus souvent des relais, puis on commande des pizzas, puis on a eu fait quelques fois quand même. Hein. Où je montais et puis c'était 23h seul au bureau. T'étais en calbar en plein été. Ouais, et puis après il y a un livreur qui arrive. Pizza. En fait, c'était lui qui avait appelé depuis la maison. T'es obligé. Ouais. T'es obligé. Mais parce qu'en fait, c'est comme ça quand t'as un esclave. En fait, t'es obligé de. Tu vois, il est dans la cale en train de ramer comme ça. Tu peux pas que le fouetter. Tu peux pas que le fouetter. À un moment, tu dois aussi lui donner une pizza à manger pour qu'il puisse continuer à ramer. Tu vois. La galère. C'est la galère. Ouais. Allez voir ce projet BMW. Franchement, c'est de la publicité en fait. Après, oui, mais c'est intéressant de voir aussi parce que dans le premier épisode, on parlait beaucoup de ce que tu as fait artistiquement. Oui. Donc c'est important de voir aussi ce que Florias a fait au niveau artistique, donc ce qui lui tenait vraiment à cœur et tout ça, puis aussi ce qu'il a réussi à faire en corporate. C'est quand même dingue de voir aussi en peu de temps en plus. Fauve, c'est jeune. Non, mais ouais. Alors, le projet est plus vieux que Fauve. Le projet BMW est plus vieux. C'est vrai. c'est le projet qui nous a lancé quoi. Trop bien. Mais trop beau. Du coup, foncez, allez voir ça. C'est disponible partout. Partout. Moi, j'ai plein de questions. Moi, je suis passionné par ce que tu nous racontes, Florias. J'avais envie de parler d'un truc avec toi parce qu'il y a une personne avec qui tu as travaillé que j'aime beaucoup en tant qu'humain. Mike. Que tu as rencontré aussi. J'ai rencontré aussi dans un autre contexte, c'était le contexte Nespresso, donc c'est un peu plus corpo. Moins sexy. C'est un peu. Ah ouais. Si, c'est sexy. Mais de toute façon, Mike, chez Nespresso, il fait tout péter, non? Écoute, il a fait péter ma main, premièrement, en me serrant la main pour me dire bonjour. Il est exceptionnel. Donc le mec, il a 3 doigts, mais il te serre la main, c'est un étau. Non, il a pas 3 doigts. Il en a, oui, mais il en a 4. Non, il en a 4. Je sais pas si tu enlèves les bouts de phalanges qui manquent après les gelures qu'il a eues. Bref, il m'a explosé. Main dans la main avec. Il m'a explosé la main. Puis après, je me suis dit, je le regardais, je parlais avec, je me suis dit, mais ce mec, il a la même tête que mon père. Ah, t'es d'accord, François, ou t'es pas d'accord? C'est vrai, purée. Ok, d'accord, voilà. Du coup, donc c'était ton père. Je l'appelais papa. Non, c'est pas vrai. Je dis n'importe quoi. C'est le 2e verre de whisky. Mais du coup, je trouve que c'est un personnage qui est absolument fabuleux et intriguant et fou et drôle et qui a l'air très très humain. Moi, ça m'intéressait quand on reçoit les gens ici, on leur dit ne parle pas trop avant qu'on démarre la caméra. Du coup, depuis le début où j'ai vu Florias, je me suis dit, mais il faut pas que tu lui poses des questions sur Mike Horn. Mike Horn.
Mike Horn. C'est impeccable. Donc, toi, tu as pu le côtoyer très étroitement. Ouais, j'ai fait pendant à peu près une année, un peu moins, j'étais son responsable, caméraman attitré, tu vois, de communication pour les réseaux. Et c'était plusieurs aventures, c'était de la folie, j'y croyais pas. Ça a commencé et je crois que c'est un des meilleurs projets que j'ai fait avec lui. C'est pas le plus fou à l'extérieur, mais j'avais appelé les filles de Mike qui s'occupent de tout son truc, parce qu'on avait fait les flambeaux chrétiens à l'époque. Annika et Jessica Horn. Et on avait fait un camp quand j'avais 15 ans. Tu les connais, elles, en fait Mais quand j'étais tout petit. Ok, d'accord. Je savais même pas que c'était des filles à Mike Horn. Puis Mike Horn, je savais pas qui c'était, tu vois. Vraiment, je savais pas. Et je les ai recontactés. J'ai dit, mais salut, c'est Flo. On a fait Scout ensemble. Comment vous faites comment vous gérez la vidéo pour les expéditions? Elle a fait, mais viens, on va se boire un café. Et une semaine après, je me suis retrouvé avec Mike, quoi. Je suis allé sonner son chalet à Châteaudet. Le gars, il m'accueille. Il buvait le café. Il avait un peu la tête dans le cul. Hein. C'était vraiment un truc, rentrer dans l'intimité d'un star. Et puis, en fait, c'est pas lui, il se voit pas comme une star. C'est vraiment un vrai Suisse. Enfin, il est pas suisse, mais il a grandi. Enfin, il est de Châteaudet, tu vois, les montagnes. Ouais. Et là, direct, il me parle de ses aventures. Il m'explique des trucs de fou. C'est une machine à histoire, c'est des trucs de malade. Et je me suis retrouvé à filmer avec lui, monter en montagne et puis faire une selfie en haut d'un sommet avec lui. Et moi, je suis redescendu et j'étais là, mais il se passe un truc de fou là. Ça n'a aucun sens. J'appelle Sophie, j'ai passé une journée avec Mike. Et après, j'arrive chez lui et puis je vois qu'il cherche un truc dans le frigo. Puis il n'y a rien à bouffer dans son frigo. Puis je fais, Mike, tu voudrais pas aller manger un coup? Et il me fait, ouais, viens, on va manger ensemble. J'ai fait un repas tête à tête avec lui à la pizzeria du coin. Et dans la pizzeria, il y a une pizza qui s'appelle Mike Horn. C'est vraiment une pizza dégueu. Il y a vraiment tous les trucs que tu peux mettre. Et puis on a mangé, puis c'était un moment incroyable. Puis le feeling s'est super bien passé. Et puis après, juste après ça, je me suis retrouvé, pas juste après, mais un mois plus tard à Hong Kong, sur son voilier. Trop beau, j'ai trop aimé. Et en plus pour une pub Mercedes. Ouais. Mais j'étais chef-op là, j'étais juste à l'image. Ok. Et puis je me suis retrouvé sur ce voilier à passer du temps encore avec Mike. Puis ensuite je suis parti au Pakistan. Lui il avait la quête du K2, il voulait faire de l'expédition, monter au haut du K2, qui est la deuxième montagne la plus haute du monde, mais une des plus difficiles à gravir. Ouais. Et là j'ai passé un mois dans ces hautes montagnes avec lui. J'ai eu des moments où on marchait presque une demi-journée ensemble, tous les deux, au milieu de... Tu étais là sur un glacier, tu as 100 km de marche d'approche pour le camp de base, sur un glacier, puis tu as des murs, mec, de 8000 mètres autour de toi. Et puis tu es là, je suis avec Mike, et ce que j'aime avec Mike, c'est qu'il a sa manière de... C'est un homme qui, quand il est avec beaucoup de monde, il est hyper expressif, il est hyper... il prend beaucoup de place, mais quand tu es seul à seul avec lui, il y a un peu son cœur de père. Je sais pas comment dire. Et très silencieux, très calme, assez sage. Je n'ose pas dire doux. mais c'est sage, la sagesse, exactement. Et moi, j'avais comme ça, et je marchais depuis 30 minutes derrière lui. Déjà, je sentais qu'il voulait me dévincer, tu vois. Alors, j'ai tenu le rythme. Puis à la fin, j'avais la question que j'avais rêvé de lui poser. Puis je lui ai posé, puis il m'a répondu avec une voix très, tu vois. Et puis c'était des beaux moments comme ça. Waouh. Puis le soir, tu passes il fait moins 20 dehors, t'es tous comme ça en train de la table, dans une tente, puis il te raconte ses histoires, et t'es là, what, ce mec, il a vécu presque une exécution au Congo, il est passé tellement de fois à côté de la mort, et hyper inspirant, et tu sais, il y a des gens, quand tu rentres dans leur vitrine, derrière la vitrine, moi, tu vois du fake, beaucoup d'acteurs, c'est ça, beaucoup de gens. Et lui, tu rentres, puis en fait, tu vois qu'il a vraiment plus. C'est la même chose, le gars, c'est un malade. Ouais. Il a fait les 100 km. Il a essayé, il n'a pas réussi à faire le K2. Il est arrivé à 400 mètres, 500 mètres en dessous. Sans oxygène en plus. Sans oxygène. Et les gars, ils n'ont pas réussi à cause d'une tempête. Et il est redescendu. Et puis, il a refait les 100 km de marche de retour d'une traite, quoi.
dans les hautes montagnes, en glacier. Et, pour suivre un gars comme ça, toi, parce que tu le filmais à ce moment-là. Mais en fait, il est jamais dans la compétition. Il est jamais en train de te montrer que t'es nul comparé à lui. Mais c'est une machine. Mais c'est plutôt genre, toi tu le filmais pendant ce temps. Ce qui est dur avec lui, c'est que il est sauvage, donc tu peux pas, il va pas t'attendre. Et ça, c'est compliqué quand tu dois filmer une marche ou te dire que lui il part le matin sans rien dire à personne et tu te retrouves, t'es déjà trop tard, quoi. Il est déjà 5 km plus loin et toi t'as la caméra dans le dos, puis voilà, des fois c'était compliqué de le filmer parce qu'il aime tellement la montagne, la calme, et ça lui fait du bien. Et du coup, voilà, c'était un peu des fois difficile de le capter. Okay. De capter. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup capté les porteurs parce qu'ils étaient beaucoup plus accessibles C'était à côté de moi, c'était des amis très proches. Ouais. Et voilà, mais Mike, c'est une machine de guerre, c'est un extraterrestre. Et il y a eu des moments purée. Par contre, justement, quand tu dis un truc qu'il aime pas parce que tu te sous-estimes, mais il te démonte. Hein. Oh là là. J'arrive vers lui, je lui dis, on arrive à la fin du mois où on devait rentrer en Suisse. Je dis, Mike, on pense faire le voyage de retour en 4 jours. Il me fait, non, en 2 jours. Je fais, c'est chaud quand même, 100 kilos en 2 jours. Ouais, ils disent des mots un peu. Ouais. il te rentre dedans, il s'énerve. Non, il faut pas se mettre de limites. Et ça l'énerve, ça qu'on on se met des limites. Okay. Et il nous a laissé en 3 jours. Et du coup, on a fait les 100 km en 3 jours de retour en haute montagne. Mais oui, il a ce côté quand même. Pousser. Il peut vite s'énerver quand tu veux. Te limiter, ou quand il y a une valeur qu'il n'aime pas. Moi, j'ai beaucoup appris. Moi, j'étais jeune et tu vois, puis j'ai pris. Il m'a quand même des fois beaucoup tac, tu vois. Genre là, Flo, tu penses qu'à toi. Tu bouffes tes sardines, mais les autres, ils n'en ont pas eu. Et il voit, il scanne vite. Okay, ouais. Et ça, c'est des fois, ça fait mal, hein, quand t'es mais ça fait du bien quand t'es un jeune homme de te faire des fois. Et à un moment donné, tu vois, j'étais en couple et j'avais pas de réseau. Et lui, il avait un téléphone satellite. Et puis je viens vers lui et je lui demande, je peux appeler Sophie, quoi. Il me fait non. Ça va vous faire du bien 1 mois sans rien. Sans contact. Ouais, mais bon, t'es là, mec, laisse-moi téléphoner. Il m'a dit après, tu sais, Flo, moi, en 5 ans, je suis rentré 30 jours chez moi avec mes filles et ma femme. J'ai dit, mais toi, t'es un extra. J'ai dit, mais. Ouais, mais là, il n'y a aucun sens. Hein. J'étais là, t'es too much, frère. Ouais, là, c'est un peu too much parce que t'as quand même des enfants, je veux dire. Non, mais tu peux juger, mais. Tu vois, je veux dire. C'est vrai qu'il est. Mais c'est une vie, c'est une vie de sacrifice, mec. Tu peux pas marcher. Je sais pas combien il a fait, 5000 km ou comme ça en 2 jours, en 1 mois. C'est du voile. Lui, il fait tout. Il part en voilier. Il approche, donc ça c'est hyper long. Il approche par exemple l'Antarctique, après il pose, il s'organise, et après il part, il se fait reprendre par le voilier, il repart en voilier à Monaco. Ou boire un coup avec le prince. On peut pas comprendre en fait, je pense. Non, déjà, c'est un appel de vie. Mais c'est déjà fou que tu puisses suivre une partie de ça en fait. Ouais. J'ai traversé aussi la mer de Chine en voilier. Oh. J'ai vécu. Après, ça s'est pas continué parce qu'en fait. 1 mois j'étais au Pakistan. Ouais. Moi je suis rentré et j'ai fait 2 jours après je fiançais Sophie. Ouais. Et 5 jours à peu près après je partais 1 mois en Amazonie seul avec mon pote à la machette pour, et je suis revenu et là ils m'ont appelé, ils m'ont dit là on part justement au nord et est-ce que c'est un mois encore, tu dois partir encore 1 mois. Et là j'ai dit écoutez les gars, là je peux pas, quoi. Là c'est un temps, là j'ai trop enchaîné, j'ai besoin de retrouver la famille, quoi. La femme elle est fiancée, elle a quand même besoin que je sois là un peu. Mais c'est fou du coup de se dire ok je vais laisser ça de côté, une opportunité entre guillemets d'aventure, et je vais laisser ça de côté pour la relation en fait. Ouais, pour la relation. Puis en fait
c'est juste, des fois, il y a des objectifs de vie qui sont... T'as une vision de vie. Moi, j'avais déjà le cinéma à cœur. Oui. Et je me suis dit, ça, c'est un truc trop cool. Mais purée, ça me prend... Ça me fait... ça me fait pas un raccourci, ça me fait presque un détour. Mais ça n'a pas été facile de lâcher prise. Et puis aussi, après, voir les vidéos qui a été fait parce qu'ils ont dû prendre quelqu'un d'autre. Puis maintenant, c'est cette personne, ça se passe trop bien. Et je suis trop content pour eux. Ouais. Mais du coup, des fois, t'es cette jalousie un peu, mais finalement, je regrette pas. Et tu sais, soit des fois, c'est un peu le truc avec MyCorn. Des fois, tu soutiens un projet, t'es au service d'un projet, mais c'est pas ton appel, c'est pas ce que. Et il faut apprendre à des fois. Tu peux pas servir trop longtemps un projet d'un autre. Des fois, il faut prendre un coup de toi, puis après servir encore un projet d'un autre. Mais il faut pas se faire avoir, en fait. Enfin, c'est dur à expliquer, mais voilà. C'est intéressant. Hyper bien. Ouais, mais du coup, maintenant, vous êtes en bon terme avec Mike? Mec, on n'est pas... Je l'appelle pas, j'ai son numéro, et sa photo de profil WhatsApp, c'est un ours polaire, mais une des réussites et un des moments très touchants dans cette relation avec Mike, c'est qu'on est parti en Amazonie faire notre expédition foireuse, on a bricolé de ouf, et je suis allé chez lui, et on a fait une projection, et il avait les étoiles dans les yeux, et il était tellement fier de nous. Il a dit, vous avez fait n'importe quoi, mais bravo les gars, je suis fier de vous. Trop bien. Et il nous a hyper touchant. Ouais, vraiment. Et nous, on était là. Il a signé la machette, non, il y a pas un truc comme ça. Il a signé la machette, et moi j'étais un peu, ok, on va pas trop le déranger. Puis à chaque fois, il revenait vers nous jusqu'à nous accompagner à notre voiture en chaussettes à 500 mètres, tu sais. Et il avait juste, ça lui faisait plaisir. En fait, Mike, il aime son rêve, c'est que les gens ils rentrent dans ce qu'ils disent. Rentrent dans leurs rêves. Et donc il était trop content, et tellement fou. Il était fier. Et puis notre expédition, lui, il a fait 6 mois dans la jungle, tu vois. Et il était là, il regardait, il se marrait pendant le truc, et il dit, les gars, dès le premier jour, la nature elle se fermer à vous, mais vous apprenez, c'est bien. Surtout l'Amazonie. Mais c'est intéressant que tu partes là-dessus. Du coup, on peut faire aussi une transition là-dessus. C'est vrai que tu as fait un trip en Amazonie. C'était avec Christophe? Philippe. Avec Philippe, avec Philippe, et puis c'est un truc de malade. Ouais, tu peux un peu nous en parler Vite fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faut les regarder, en fait. En fait, c'est un peu comme une série. C'est un peu nouveau aussi. Ça t'avais jamais fait auparavant, de faire une série comme ça. Mais en fait, c'était vraiment... on n'a pas fait l'aventure pour la vidéo. Ok. Et vraiment, c'était pas un truc, on veut devenir youtubeur, on va faire un truc cool, hein. Et pas du tout, c'était plus on va vivre notre rêve d'enfance avec Philippe, mon témoin, mon meilleur pote. Et donc on est parti, et puis on a vécu cette aventure. Mais du coup, moi je pouvais pas filmer, tu vois. J'ai quand même pris un appareil avec 15 batteries, mais c'était pas scénarisé, et puis voilà, on a sorti ça, et c'était une aventure de malade. Mais c'est trop bien, c'est dispo sur YouTube, hein, c'est ça? Exactement. Donc allez checker, c'est trop bien. Ouais, mais c'était j'ai trop kiffé, puis j'ai besoin de ces moments d'aventure. Mais il faut avoir des coronesses pour partir comme ça en Amazonie. Mais en plus, vous n'avez pas de guide, il n'y a rien. Vous êtes livré à vous-même. En mec, on arrive. Et puis, c'est pas la forêt du Jura. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. En fait, ce qui est dingue avec l'Amazonie, c'est que quand tu rentres en plein jour, tu regardes l'endroit, tu te dis ça va, c'est une petite forêt. Les arbres, ils sont pas si hauts. C'est chill. Mais après, c'est la guerre. Non mais mec, quand ça se réveille la nuit, puis que les singes qui hurlent. Ah ouais, tu connais. On est arrivé en avion de brousse au milieu de la jungle. Tu peux pas plus au milieu de la Guyane française. Et mec, on a tellement peur qu'on nous interdise, nous dise non, vous avez pas le droit. Vous c'est trop dangereux. On a tellement peur que ça qu'on avait déjà préparé nos sacs prêts, et en fait l'avion s'est posé. On a sorti, c'est pas du tout un aéroport, tu vois, c'est une cabane. C'est vraiment, il y a de la terre, et voilà. Et on a couru dans la jungle. On a couru dans la jungle, et on arrive dans la jungle presque en fin de journée. Et là, mec, on s'est direct retrouvé
seuls avec nous-mêmes, on connaissait pas, il fallait tout réapprendre. Et mec, on est rentré dans cette jungle et je me dis mais ça c'est pas un serpent, ça c'est un serpent, ça c'est quoi, c'est un serpent, parce que tout ressemble à un serpent dans la jungle. Et mec, et là, à partir de ce moment-là, on a fait 17 jours et on a vu personne. Ne faites jamais ce qu'ils ont fait. Jamais ce qu'ils ont fait. Et en plus, on allait tout droit avec la machette, donc on a retrouvé des guides qui nous ont dit mais ça, on fait pas quoi. Ah ouais? Ouais, ils vont à 5 quand ils doivent tracer comme ça, mais ils passent par des chemins ou par les rivières, logique. Et tout s'est bien passé, c'était des vraies vacances. Sophie, elle aime pas que je dise ça parce que pour moi, c'était des vraies vacances. Tu sais, c'est des journées quand tu es vidéaste, c'est des choses qui sont pas très concrètes. Tu fais une vidéo, c'est sur un disque dur. Mais ça, c'est des journées où tu commences la journée et en fait, tu peux atteindre tes attentes. Tu as besoin d'eau, tu as soif, tu bois. Et après, tu arrives et puis tu te poses sur un tronc et puis tu regardes le coucher de soleil que tu vois pas, mais à travers les arbres. Et puis voilà. Et puis c'est beau et puis ça fait du bien. Et puis c'est de la guerre, c'est la guerre tous les jours. Mais quand tu arrives dans ton campement, tu enlèves les feuilles au sol, tu coupes un peu les arbres à 5 mètres. Et là, tu es dans ta maison, dans ton salon. Tu mets ton 500 grammes de pâtes qui n'étaient pas du tout assez. On a beaucoup perdu de poids. Et là, tu as un moment donné où tu regardes le ciel parce qu'il n'y a que ça qui diffère. C'est tout vert. Tu regardes le ciel qui est bleu. Puis des fois, qui part dans les rouges. Enfin, moi, c'est mon côté un peu plus artistique. Philippe, il n'était pas du tout en train de regarder ça. Lui, il était dans la tente en train de se soigner, tu vois. Mais moi, j'étais là, c'est beau. Et je voudrais pas. Franchement, je rêve d'un jour, les gars. C'est pas pour rien qu'on a fait une chaîne YouTube qui s'appelle The Porters. C'est qu'on a envie de. C'est pour un projet qui est en écriture, un truc qu'on a envie de partager pas des aventures seulement où on n'est que moi et Philippe. Mais on a envie d'ouvrir ces aventures pour les gens. D'accord. Un truc de plus qu'on va mettre en commentaire. Non, mais ça c'est presque secret. Mais le gars en fait il déballe. On va faire le 3e épisode parce qu'il déballe chaque fois, les gars. Non mais c'est pas du tout fondé encore. Mais ça c'est un des rêves que j'ai, c'est de partager ce goût, tu vois, goût de se retrouver dans des lieux dangereux, mais qui sont pas dangereux parce que tu le respectes. Si tu respectes. Après bon oui, c'est quand même des fois, il faut être préparé, mais en parlant de tes rêves et de ce que tu prévois pour l'avenir, peut-être pour un peu conclure le deuxième épisode, on a cette question que tu as notée, François, qui est un peu récurrente, qu'on pose un peu à tout le monde. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Donc, où est-ce que tu te vois ça peut très bien être très terre à terre, enfin concret. J'ai un chien, tu vois, mais ça peut être aussi des rêves. Enfin, peut-être un chien, c'est un rêve pour toi, mais d'avoir des rêves aussi plus grands, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. T'es libre sûr. à 100%. Ouais. Tu sais, quand on te pose cette question, tu sais jamais ce que tu dois répondre pour paraître bien des fois, tu sais. Non, mais alors là, t'es libre. Si t'as envie de dire, je veux avoir une grosse BM qui pollue, tu peux, si t'as envie, tu vois. Et les lancer dans un talus en montagne. Ouais, c'est ça. pour racheter une nouvelle. Non, mais ce que je rêve, c'est justement de faire, dans 10 ans, j'espère qu'il y aura déjà un premier long métrage. Trop bien. Et qu'il y a un peu une suite entre tous les 2 ans un long métrage. Et puis, entre ces longs métrages, d'avoir ces aventures qui continuent. The Port, ça c'est un peu trop loin, mais ça me fait rêver de pouvoir continuer à faire l'aventure, d'être en contact avec la nature. Et puis, puis de développer Fauve, que Fauve devienne vraiment un tremplin pour des jeunes talents, devienne vraiment une belle plateforme qui soit solide, qui a plus besoin forcément de moi au centre. Et puis une belle vie de famille, d'être toujours avec ma belle, et puis qu'on ait peut-être des gosses. Bien sûr. Et puis, mais ça fait rêver. Le chien, si je dis oui, je suis foutu parce qu'elle en achète un maintenant. Mais je suis contre pour l'instant. Donc dis rien. Non, après, je suis pas en mode genre dans 10 ans, j'ai envie de me créer mon paradis sur Terre. Moi, je crois qu'on n'est pas là pour créer notre paradis sur Terre. On est là pour bosser, on est là pour construire. Mais c'est notre vision de couple avec Sophie, on est là pour construire. Et on veut mourir vide de tout. Trop bien. Tout donner, tout faire. Trop bien. Ouais. Donc il y a ça.
Magnifique. Bah, merci beaucoup en tout cas, Florias. Merci, Florias. Merci à vous, les gars. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je pense que ces 2 podcasts, ils étaient, bien sûr, on a beaucoup ri, mais il y a quand même un message quand même fondamental, c'est d'aller chercher la beauté aussi dans les endroits où des fois on n'est pas confortable. Que ce soit dans des forêts en Amazonie ou dans des banlieues en France. Dans des garages avec des M8 et des M3. Voilà, c'est ça. Alors là, on est un peu plus confortable. Mais en tout cas, ouais, n'hésitez pas à toujours aller chercher cette petite beauté, à vous émerveiller aussi des petites choses, c'est important pour avancer. Donc voilà, merci beaucoup Florias en tout cas. Merci Florias. Belle conclusion. N'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux parce que c'est toujours des stories... très, très drôle. Si vous voulez de l'aventure, si vous voulez de l'aventure, si vous voulez de la belle image, c'est chez lui, chez personne d'autre. Donc voilà. Oh, merci à toutes et à tous. Merci à tous toutes les personnes qui nous ont écoutés, regardés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux également pour pas louper un épisode. Donc voilà. Merci William en tout cas pour ta participation. C'était incroyable toujours avec toi. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe où vous êtes. Ciao.